L'existence d'une presse d'information qui s'impose comme un puissant levier de contrôle constitue l'une des conditions nécessaires pour le développement d'un pays. En Afrique, au sud du Sahara et particulièrement dans les pays francophones, la prolifération d'entreprises de presse ne reflète pas forcément une bonne santé du secteur. C'est un secret de Polichinelle. Dans leur grande majorité, les organes de presse du continent ne sont pas des entreprises rentables. Ces médias sont économiquement faibles et loin d'être viables pour la plupart. Une précarité qui n'est pas sans mettre en péril leur indépendance et l'essence même de leur existence. Mais comment peut-on expliquer la mauvaise santé économique de la majorité des médias africains? Par quelle formule concilier équilibre financier et indépendance de ces médias? Quel modèle économique pourrait-on adopter pour des entreprises de presse libres et viables? C'est le thème de ce numéro d'Espace Éco. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous. On revient juste après ceci. J'accueille pour ce numéro d'Espace Éco consacré au modèle économique des entreprises de presse en Afrique francophone subsaharienne, Guy Constant Eoumi. Bonjour. Bonjour, chef. Consultant média, vous êtes également le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM au Bénin. Bienvenue. Merci. J'accueille également Joseph Arigny. Bonjour. Bonjour, cher. Promoteur d'entreprise de presse. Vous êtes également le directeur de publication du quotidien L'Humanité au Bénin. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, si on s'en tient aux revenus ici des ventes et publicités, les entreprises de presse en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique francophone, dans leur grande majorité, ne sont pas rentables. C'est un constat. Mais qu'est-ce qui favorise, Guy Constant Eoumi, une telle situation? Pour moi, je peux tout simplement dire que c'est congénital à l'organisation des sociétés francophones et aussi à la création de ces entreprises de presse. C'est-à-dire? Les organisations, les sociétés francophones se sont organisées pour moi beaucoup plus à travers la phraseologie, la paperasse et pas beaucoup d'actions concrètes de mobilisation de gens autour d'intérêts communs. Et cela, pour ma part, a migré un peu vers les autres créations d'entreprises. Vous verrez qu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'il faut créer, comment il faut créer, des tests. Et ces entreprises se sont créées un peu sur le caractère beaucoup plus individualiste. Et ceux qui se sont retrouvés, peut-être à un moment donné, ont formé peut-être un creuset autour de quelqu'un qui a lui seul l'idée, mais pas une idée partagée avec les autres où on a un invite à la responsabilité de chacun. Mais quand vous voyez des côtés anglophones, vous verrez que même des sociétés ont été construites sans constitution et ont évolué véritablement dans une organisation bien faite. Mais vous voyez, dans le camp francophone, vous constaterez que ces constitutions à réviser, et on cristallise tout sur ces éléments-là. Mieux, si vous venez dans l'espace subsaharien dont vous parlez, quand vous allez voir l'histoire de toutes ces organisations de création d'entreprises de presse, ma foi, c'est comme si, au départ, on ne s'est pas dit, voilà la vision que nous avons, voilà où nous allons. Mieux, la langue qui nous a été proposée, qui est la langue de travail, la langue française, n'a pas, pour ma part, été une langue fédérative qui a tenu compte des aspirations profondes des sociétés colonisées. Au point où, jusqu'à l'heure où on parle, on considère encore le français comme de l'imposé. Et qui véritablement ne permet pas aux environnements-là de pouvoir se développer dans la langue d'autrui. Le français continue d'être comme quelque chose de rébarbatif. Quand vous venez, vous prenez le cas du Bénin, je peux peut-être dire, si je n'ai pas des statistiques de dernière heure ou de dernière minute, pour dire que au moins 50% des Béninois n'ont pas accès à la langue française pour se développer.
Au point où, ceux-là, par exemple, vous pouvez tout écrire en français, ils n'y accéderont pas. Alors, qui est-ce qui va consommer ces informations-là, qui sont des informations recueillies, traitées et mises à leur disposition par des structures qui n'ont que pour courroie de transmission la langue française. Ça, c'est un véritable problème, parce que si vous produisez et que les gens ne consomment pas, vous ne pouvez pas rentabiliser. Et ça, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Et on se force aussi de ne pas aller vers les langues pour produire de l'information à la disposition des gens. Je vais revenir à vous, Guy Constant et Omi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Joseph Harry, le fait que ces entreprises de presse apparaissent comme les plus faibles en termes économiques en Afrique subsaharienne, surtout dans les pays francophones? Oui, après avoir écouté mon contradicteur, je dirais tout simplement que la presse en Afrique a une histoire, et les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui aussi, a bel et bien une histoire. C'est aux alentours des années 90, avec l'éclosion de la démocratie, qu'on a assisté à un certain pluralisme de création de presse, de médias en Afrique. Mais bien auparavant, il faut avouer que les régimes qui ont précédé cette grande période de démocratie des années 90 avaient aussi des journaux. Et pratiquement, c'était les régimes de parti unique qui, d'abord avant cette période-là, il y a eu la période coloniale où certains intellectuels se sont créés des journaux pour militer contre le colonialisme. Et puis après, on a assisté à la période du parti unique. Et ces partis uniques-là, ces régimes, ont créé des journaux pour informer avec une certaine vision le peuple. Et généralement, dans ces pays, on a constaté qu'on avait seulement que 1 ou 2 journaux. Je prends par exemple le cas du Bénin. On a connu d'abord La Voix de la Révolution, et puis après on a connu Erouzou, avec toujours la Révolution. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous n'avez que Fraternité Matin Sud, c'était le seul journal depuis les années 60, jusque-là, jusqu'aux alentours des années 90, où on connaît la création de La Voix, et puis l'éclosion d'une grande presse en Côte d'Ivoire. Le phénomène est un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, et même généralement en Afrique francophone. Et puis après, on se retrouve dans les années 90 avec la libération de la parole, l'expression plurielle des médias, la prolifération des médias. On se retrouve avec une majeure partie de titres et qui, ma foi, occupe l'espace médiatique. Et en occupant cet espace médiatique, la plupart de ceux qui créent ces choses, ces organes-là, c'est quoi? C'est les hommes politiques que vous aurez derrière. Ce sont les hommes d'affaires qui vont recruter des étudiants sortis fraîchement de l'université, des militants politiques et qui occupent le terrain. Chacun, il va de son côté en fonction de ses intérêts. Mais pour quel marché? Parce qu'un organe de presse, c'est une entreprise. Une entreprise doit faire des bénéfices, doit faire des profits. Et à partir de ce moment, on se retrouve avec une quantité de journaux sur un marché restreint, un marché économique restreint, et cela crée d'énormes difficultés au jeu, difficultés que nous connaissons aujourd'hui, avec des journaux qui se créent et qui se meurent, et des journaux qui battent de l'aile, des journaux qui tiennent avec un financement occulte. Et on se retrouve dans une situation où, aujourd'hui, la presse africaine a d'énormes difficultés comparativement à la presse européenne qui est financée par des lobbies. Alors, cela n'est-il pas dû à une certaine facilité qui caractérise la création de ces organes de presse dans beaucoup de pays africains? Vous l'avez dit, dans les années 90, on a connu une certaine prolifération des médias. Il y a beaucoup qui ont connu la faillite, mais aujourd'hui, cette prolifération, elle est toujours existante. Est-ce que l'on doit finir par limiter cette prolifération exorbitante des organes de presse? Merci à vous. J'ai commencé par développer une idée avec certains confrères ou certains responsables, parce que moi, je n'ai pas osé créer. Je n'ai pas osé créer parce que pour moi, l'environnement ne s'y prête pas pour qu'il y ait prolifération. D'accord? Parce que une entreprise, c'est d'abord une idée.
c'est d'abord de la documentation, c'est un projet. Un projet qui est bien élaboré, un projet pour lequel on a tout écrit et on sait où l'on va. Puis, par rapport au projet, on recherche des fonds. On mobilise des fonds, mais des fonds pour lesquels on dit, dès que nous allons les mobiliser, par rapport à ce que nous voulons faire, il faut qu'il y ait de la viabilisation de ces fonds-là. Pas nécessairement du profit d'abord, parce que les médias, ma foi, ce n'est pas pour d'abord du profit. Parce que le caractère des médias, c'est d'abord social. D'accord? Donc, si on part d'une idée et qu'on va de cette façon-là, je suis presque sûr qu'on pourra voir et apprécier à l'avance tout ce qui pouvait être comme difficulté. Mais ici, vous constatez que c'est un individu qui se lève, qui a son idée, qui a un parrain politique ou opérateur économique, mais qui, derrière, veut l'utiliser pour atteindre un objectif. Dans le cas béninois, c'est pour se positionner à l'Assemblée nationale, à la mairie, ou pouvoir être un canal qui discute avec le pouvoir politique, c'est-à-dire l'exécutif, et être là comme une structure d'appoint. Et toutes les fois qu'il y a des récriminations ou des guéguerres politiques, les organes de presse servent à cela, que ce soit radio, télévision ou presse écrite. À partir de cet instant, vous constaterez que la multiplicité des titres ne tient qu'à la multiplicité des ambitions politiques que nous avons. À partir de cet instant, ça ne peut pas avancer. Et moi, depuis un certain temps, j'ai commencé par dire, regroupez-vous. Parce que pour moi, je pense que la mutualisation des forces peut donner lieu à quelque chose. Comment pensez-vous que dans le Bénin, nous ayons plus de 150 titres où ils paraissent au quotidien? Pour 10 millions d'habitants. D'habitants où 75% d'analphabètes. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et parfois, quand vous allez demander réellement aux gens, et si on devait faire un travail pour voir combien suivent la télévision, lorsqu'on parle rien que du français, vous constaterez qu'il n'y a personne. Descendez pour demander aux Béninois combien suivent la télévision ORTB, par exemple, qui est la chaîne nationale. Vous ne constaterez pas que les gens perdent leur temps pour aller, parce que tout ce que s'il dit est rébarbatif pour eux, parce que ce n'est pas la langue directe, à moins que ce soit des émissions précises en langue. Vous allez voir. Donc, les gens ne sont pas véritablement informés sur toute la gestion. Et le relais, c'est ça que vous constatez. D'abord, et c'est de ça que je vous disais, la création, l'organisation même de la société francophone. Les citoyens béninois, par exemple, ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas comment est-ce que la société est créée, comment est-ce qu'ils doivent être des membres de la société. Au point où vous constatez qu'un responsable, un chef d'État par exemple, à qui on a donné les moyens à travers un budget, qui doit faire un travail, se voit comme un messie depuis des années. C'est-à-dire, ce qu'il doit faire pour les citoyens ne trouvent pas qu'ils ont le devoir de demander des comptes à un homme politique, à quelqu'un qui va à l'Assemblée. Donc, ces réalités-là, migrées dans le secteur des médias, vous constatez que tout tel, à la base, c'est le fondement même. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un organe de presse soit fondé parce qu'un individu a voulu utiliser les gens qui regroupent. Et vous voyez, l'entrepreneur a dit tout à l'heure, des jeunes sortis d'université. C'est eux qui vivent déjà la précarité d'emploi. Et on veut les utiliser. À partir de cet instant, ne vous attendez pas à ce que ce soit une entreprise viable. Alors, doit-on limiter cette prolifération? Parce que s'il y a prolifération, c'est qu'il y a une certaine facilité à créer ces entreprises de presse. Je suis profondément d'option démocratique. Et moi, j'estime que il ne serait pas de bon temps de parler d'une limitation de la presse en Afrique. Il faudrait laisser libre cours aux gens de crier, laisser libre cours aux gens d'exprimer leur liberté en criant. Tout simplement parce que la presse, comme il a dit, a un rôle social et joue fondamentalement un rôle social auprès de l'État. Imaginez-vous la plupart des patrons de presse que nous avons connus au Bénin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens sortis fraîchement de l'université. Ceux qui tiennent jusqu'à ce jour ont créé de l'emploi auprès de l'État, chose que l'État ne faisait pas. Ils ont créé de l'emploi. Et donc, certains, à travers ces organes-là, retrouvent leur bien-être dans la société et estiment que cette passion qu'ils ont cultivée, peut-être depuis l'université, ou bien ce creuset qu'ils trouvent pour satisfaire à leurs besoins est atteint
Et par conséquent, il faut demander à ce que ce pluralisme-là continue au nom de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le pluralisme des organes de presse. Ça se passe partout ailleurs. Liberté d'expression, oui. Viabilité également des entreprises. Il faut y arriver parce qu'en Afrique du Sud, tout récemment, l'une des raisons du succès de la presse écrite s'explique par une certaine rationalisation du secteur. Et là-bas, vous constatez que la majorité des publications sont détenues par 4 grands groupes. Et ça a assaini un peu le milieu et rendu les entreprises viables. Oui, si vous permettez, je vais peut-être demander le caractère démocratique de l'entrepreneur de presse que j'ai en face de moi, je l'accepte. Mais je pense qu'il y a nécessité. C'est un défi aujourd'hui lancé à toute la presse. Si je ne dis pas mondial, je vais peut-être dire francophone. Au point où, en septembre dernier, nous nous sommes retrouvés à Abidjan pour réfléchir sur la stratégie de développement des médias en Afrique de l'Ouest. Et les conclusions, ce mois-ci, nous allons les adopter. Parce qu'on pense qu'il faut changer de paradigme. Parce que ça ne nourrit pas. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous approchez un acteur des médias au Bénin, par exemple, il n'est pas au mieux de sa forme. Au point où, ce à quoi il doit servir même, vous constatez qu'il ne l'a pas dans le cœur. Parce que quelque part, on a travaillé à clochardiser la profession. Parce que ceux qui ils vivent presque au petit bonhomme la semaine. C'est-à-dire, ce qu'on leur dit de faire le quotidien. Vous constatez qu'on n'a pas d'investigation dans les médias, par exemple. Ça veut dire que les gens ne sont pas indépendants pour travailler de cette façon. Mais le média n'est pas pour faire du compte-rendu au quotidien. C'est d'aborder les questions de la nation. Les aborder, mais à travers des investigations. C'est pourquoi moi, je voudrais supplier vraiment que si les gens se regroupent, ce n'est pas pour autant dire qu'il faut limiter le nombre, mais que les gens se regroupent, avoir de grands groupes de presse pour vraiment jouer le rôle qui est leur... Parce que c'est parce qu'ils sont individuels comme ça, là, qui ne sont pas forts pour affronter le pouvoir public. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on va l'aborder, la question de la publicité. Les textes ont réglé la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin a réglé la question de la publicité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Parce que on n'a pas mis en place l'agence qu'il faut pour gérer cette réalité-là, de façon à ce que ceux qui travaillent vraiment et qu'on voit qui ont droit à la publicité, qu'on puisse leur apporter la publicité, qu'ils puissent bénéficier de la publicité. Mais d'autres vont peut-être bénéficier puisque le cadre formel n'est pas mis en valeur. Et ceux qui vont accéder à cette publicité-là ne seront certainement pas ceux qui doivent accéder à cela. Donc moi je pense que en se retrouvant ensemble, en documentant ce qu'ils veulent, le Conseil national du patronat, par exemple, peut faire fort. Si tous s'alignent et ils ont de la documentation sur la réalité de ce que c'est, je pense qu'ils peuvent avoir... Et comme vous parlez de grands groupes, moi j'ai pensé que si les gens y croient, même vous trouverez peut-être des banques qui vont se mettre derrière parce que vous avez apporté un projet. Et dans la réflexion qui est en cours aussi, vous parlerez peut-être de l'aide de l'État à la presse. Aujourd'hui, on parle de fonds d'appui. Mais un fonds d'appui qui ne donnera plus, à mon entendement, 5 millions et autres, là, mais partir de 20, 25 millions, quelqu'un envoie un projet, on lui donne les moyens, il a les reins solides, il peut affronter tout. Et comme c'est de l'argent public, il ne peut plus se laisser, comment on dit, embrigader par un pouvoir, quel que soit le sens du pouvoir et autres. Là. Et un groupe qui bénéficie peut-être de 20 millions pour une action, peut-être, je dis quelque chose simple, un organe de presse écrite qui bénéficie de 20 millions pour acheter, comment on dit, une imprimerie, je pense que si elle jouait à cela, d'autres documents assortis, parce que j'ai vu l'exemple au Cameroun avec un entrepreneur qui, lui, avec l'imprimerie qu'il avait, il prenait des œuvres qu'il essayait d'éditer. Avec ces fonds, il arrivait à survivre à travers son média qu'il avait créé à côté. Donc, je pense que si on va vers ces idées-là, moi, je suis sûr que quand les gens vont se regrouper, ils seront beaucoup plus forts. Mais si chacun a
son organe sous le bras et il dit c'est ma chose, ce n'est pas évident que cela prospère. Prolifération, oui, mais mutualisation, selon Guy Constant et Omi. Oui, mutualisation, c'est une partie des solutions. Mais la véritable question se trouve au niveau du rapport entre les patrons de presse et l'État lui-même, l'exécutif. Je veux parler des associations. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Si vous voulez qu'un organe de presse soit fort, si vous reconnaissez que vous avez accepté les principes démocratiques, si vous reconnaissez que la presse joue un rôle social auprès de l'État, vous devez reconnaître aussi que vous devez accompagner cette presse-là. Or, dans la plupart des pays africains, moi je parle particulièrement du cas béninois, ben, il est le président de l'ODEM. L'aide de l'État à la presse, ce n'est pas maintenant que ça a été décidé, depuis très longtemps. Au sorti de la conférence nationale de février 1990. Combien de presse reçoit cette aide de l'État là? Combien de journaux, combien d'organes de presse, combien d'entreprises reçoivent cette aide de l'État à la presse? Ils sont combien? Je ne veux pas parler de même la nébuleuse dont je sais, qui est autour de cette distribution. Dites les choses, n'ayez pas... Oui, dites les choses. Cette nébuleuse qui choisit certains organes, qui choisit une certaine cotation de certains organes et laisse en rade d'autres. Vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, que je sais très bien. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une entreprise, une imprimerie qui édite les organes de presse, reconnus officiellement. Donc, c'est déjà une charge de moins pour le patron de presse. Parce que l'exécutif comprend qu'il a besoin des organes de presse pour bâtir une nation. Et à partir de ce moment, les organes de presse peuvent vivre Vous pensez par exemple qu'au lieu de donner de l'argent en guise d'aide d'État à la presse, que l'État peut, à partir de ses fonds, mettre en place une ou des imprimeries pour publier... Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que coûte l'imprimerie au niveau d'une presse écrite. C'est déjà 60 à 70% des charges qui sont allégées au niveau du patron de presse. Vous imaginez? Donc à partir de ce moment, ça peut vivre. L'organe de presse peut vivre. L'organe de presse peut participer au développement d'une nation. L'appui dont il parle, c'est vrai, des réflexions sont faites tout et tout, mais jusqu'à aujourd'hui au Bénin, on n'a pas encore cet appui-là de façon claire. Donc les patrons de presse tirent le diable par la queue. Ailleurs, c'est pas la même chose. Vous prenez le cas de la France, un pays sur lequel nous copions presque tout. Le Monde, c'est un journal centenaire. Libération, l'Aurore, etc., etc. Mais l'État participe à la construction de ces organes-là. Vous voyez? Donc, c'est de grandes entreprises. Et l'évolution qu'on constate aujourd'hui, c'est le cas de l'Afrique du Sud, où on a compris que les grands groupes peuvent soutenir ces organes-là. Et si l'État l'a compris, c'est parce que l'État sait que c'est utile pour la nation, c'est utile pour la formation des militants, c'est utile pour la formation de la population. Et si au Bénin, on ne fait pas cela, je crois qu'on vivra la même chose. Vous allez demander aux organes de presse de se mutualiser, on criera à la dictature, on criera à la limitation des libertés, au musellement de la presse, et c'est encore un autre son de cloche qu'on entendra. Le mieux, c'est que l'État comprenne l'utilité de la presse dans un pays, l'utilité de la presse dans le développement d'un pays, et que l'État sache que mettre peut-être 1 milliard à la disposition de la presse, 2 milliards à la disposition de la presse, c'est quelque chose qui peut participer au développement de ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire apporter le bonheur au peuple. Ce que vous voulez dire, c'est que pour qu'il y ait une véritable économie des médias, il faut que l'environnement politique et économique s'y prête. Tout à fait. Tout à fait. Si vous prenez même le volet fiscalité, de la presse, ce n'est pas favorable à l'éclosion des organes de presse, le volet fiscalité. Pas du tout. On en parle, mais rien n'évolue. Je sais quel combat ils mènent, mais rien n'évolue. Les organes se créent au gré même
du prince qui arrive au pouvoir. Si nous prenons le cas du Bénin actuellement, vous allez constater que pas plus de 10 journaux paraissent régulièrement. Et les autres sont où? Il a parlé de 150. Moi, je parle de 180 et même plus. Mais les autres paraissent comment? Difficilement. Certains, c'est une fois par semaine, une fois dans le mois. Mais ils se disent quotidien. Souvent, certains ont presque disparu. Et quand vous êtes organe de presse et que vous devenez le griot du pouvoir en place, alors c'est bon, le prince est content, et puis on vous amène les communications. C'est comme ça que les choses se passent de façon réelle. Alors, on va avancer dans ce débat. Guy Constant Oumi, vous l'avez écouté, Joseph Arigny, il pense que pour une véritable économie des médias, il faut que l'environnement politique et économique s'y prête. C'est fondamental. Et si je dois parler de l'environnement politique sur les tests existe. L'environnement juridique, le cadre est tracé. Maintenant, il faut appliquer les tests. Il faut appliquer les tests et par rapport à ça, il faut arrimer le caractère économique. Parce qu'aujourd'hui, il en a parlé. C'est pourquoi je dis, moi, le Conseil national du patronat a intérêt à documenter tout ce dont nous parlons. Il faut avoir de la documentation, il faut faire une prospection, il faut faire une étude, avoir des documents en main. D'abord sur la question de fiscalité dont on parle. Mais une entreprise de presse ne peut pas payer l'impôt comme une épicerie. Ce n'est pas possible. Les redevances que les radios doivent payer et autres là, avec les conventions qu'on signe avec la RAC, on doit diminuer ça au point même de les annuler. Je sais qu'à partir du moment où on les regarde comme une entreprise, c'est qu'en fait, les hommes politiques qui votent les tests regardent à travers les médias ma chose que je garde et l'autre ne doit pas en avoir plus fort que moi. Il faut quitter ce terrain-là pour réfléchir à créer des entreprises véritables. Quand on va le faire, tout à l'heure, il a parlé d'imprimerie en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi j'ai dit là que l'expérience de la Côte d'Ivoire que nous avons su, il y a quelques micmacs. Parce que quand un média commence par trop déranger le pouvoir public, on tend à lui fermer les vannes. C'est pourquoi il faut que les entreprises même détiennent tous leurs moyens de production pour être à l'abri du mal. Donc il faut créer, vous voyez depuis 97 ou quoi, qu'on a parlé de l'aide de l'État. 300 millions qui ont migré à 350 millions, pendant que les organes de presse étaient une dizaine. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 et on parle de 300 millions. C'est des milliards qu'il faut engranger pour le développement des médias. Ça, là, c'est important. Mais les dirigeants ne peuvent pas penser et mettre l'argent là s'il n'y a pas une organisation interne, s'il n'y a pas des discussions. C'est pourquoi moi, j'ai dit, il faut qu'il y ait de la documentation par rapport à ça et pour qu'on dise. Et ça, ce n'est pas un combat des entrepreneurs de presse. C'est un combat de tous les Béninois. Parce que n'importe qui, que ce soit de la société civile, que ce soit les dirigeants même, quand quelqu'un est au pouvoir, il peut avancer et utiliser les médias, se positionner comme il veut, mais quand il quitte le pouvoir, il se retrouve à la touche, il voit un peu la nécessité pour lui d'avoir travaillé pour qu'il puisse avoir la liberté d'être informé. Parce que le devoir intrinsèque des organes de presse, c'est d'informer. Mais le droit du citoyen qui est de s'informer doit être bâti sur un environnement sérieux. Et ça, je dis l'environnement économique. Parce que si l'État, par exemple, dit que toutes les banques qui vont peut-être s'engager pour donner un coup de main aux entreprises de presse, on leur diminue, comment on dit, les éléments de paiement de ceci et de cela de telle ou telle façon. Les GSM, qu'on leur dise toute la communication, tant qu'on parle que c'est des médias de la communication, vous avez le devoir de leur donner tel montant pour ceci ou bien de leur faciliter pour que si tout le monde consomme à 100%, que tous les médias puissent consommer désormais à 50% de la communication. Et qu'on dise pour les voyages, les agences d'avion et autres là, que vous prenez les journalistes à 50% et moins pour le tarif, pour tout le monde, vous allez voir comment ça va émerger. Cet environnement économique-là, il faut qu'on fasse le débat pour qu'on puisse mettre ça pour que fleurissent les médias chez nous. Une télévision, ce n'est pas peu de francs. Mais vous voyez comment les télévisions vivent chez nous au Bénin. Il y a des exemples à côté où aujourd'hui on ne sait pas comment est-ce que cette télévision, qui est la première des télévisions que nous pouvons dire, comment elle vit.
et des radios de la même façon. Donc, l'environnement économique, on doit l'améliorer. Et les médias, je crois que les médias sont des éléments importants pour le développement de la démocratie chez nous. Et nous migrons tout doucement vers le numérique. Ah, ce serait encore plus difficile. La bataille sera rude. Vraiment. Alors, Joseph Arigui, Guy Constant Ewoumi l'a souligné brièvement tout à l'heure, la publicité, l'organisation de la publicité dans les médias. Vous qui êtes entrepreneur, vous détenez une entreprise de presse. Quel regard avez-vous sur l'organisation de la publicité? Non, enfin, le regard que j'ai est un regard de patron de presse déçu, de patron de presse qui estime que l'État fonctionne avec une politique de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire il y a un organe qu'on appelle, il y a une expression là, quelque chose public. Il y a une expression, médias de service public. Je me demande ce qu'ils appellent médias de service public. Parce que quand on parle de médias de service public, ça veut dire que ce média-là doit se mettre à la disposition de toute la population béninoise et non d'un régime. Parce que dans la réalité, c'est ce qui se passe. Parce que je ne comprends pas comment on peut offrir toute la publicité d'une nation, d'un régime, enfin d'un gouvernement, les structures étatiques, les entreprises privées, qu'on limite toute cette publicité à des organes de presse de façon particulière et que les autres organes en soient privés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ce problème-là, on passera tout le temps à taxer l'État. Mais en réalité, c'est nous-mêmes, associations de régulation, c'est nous-mêmes, associations de presse privée, qui devrions faire le travail. Parce que si à la tête du patronat, nous avons l'habitude de prendre des personnes qui, une fois élus président, s'encoquinent avec le pouvoir, au lieu de défendre leurs syndiqués, en ce moment-là, c'est nous qui tout le temps allons perdre. Parce que ailleurs, ce sont les associations qui se sont battues. Et surtout le patronat. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu, pour cette bataille, il y a eu plusieurs patronats. Et ils ont fini par s'entendre pour combattre le pouvoir, en fait, pour se battre afin que le pouvoir vienne à leur secours. Au Bénin, ce n'est pas ce qui se passe, à mon sens. Je suis dans la presse depuis plus de 20 ans, mais ce n'est pas ce qui se passe au Bénin, sincèrement. Un président arrive, je me demande même si il sait ce qui se passe dans les organes de presse. Ce que vous voulez dire, c'est que la publicité est mal organisée. Non, elle est mal organisée. Elle n'est même pas organisée. Elle est destinée à une structure précise, les organes de service public. Vous êtes un organe de presse, Sika TV. Je me demande, depuis que Sika TV est créé, combien de publicités vous avez de l'État? Comment peut-on organiser le milieu de la publicité? Oui, il suffira simplement que organisation de la société civile, organisation des médias au Bénin, s'asseye avec l'Assemblée nationale, discute et décide, en négociant avec le pouvoir en place, un quota qui sera alloué à la presse privée. Parce que dans tous les cas, la presse privée participe aussi au développement. Elle en a aussi besoin. Les journalistes qui sont dans les organes de service public, ils ont un salaire. Ils sont payés par l'État. Ce sont des APE. Mais en ce qui concerne les organes de presse privés, ben je vous assure, c'est difficilement que certains patrons de presse même arrivent à payer leurs employés. Difficilement. Donc il va falloir... Moi je dis quelque chose. La vie est dialectique. La vie est dialectique. Tant que nous allons penser qu'avec les communications, les 100 000 francs, 50 000 francs que nous percevons chaque soir, nous pouvons développer une entreprise, c'est faux.
on n'arrivera jamais. Alors, nous avons parlé de l'aide de l'État à la presse, nous avons parlé de la publicité. Nous allons avancer dans ce débat parce que le temps qui nous est accordé tire à sa fin. Nous parlons à présent de la vente. Dans beaucoup de pays africains, c'est connu, la vente de l'info ne nourrit pas les entreprises de presse puisque les recettes issues sont dérisoires. Et pourtant, beaucoup d'experts pensent qu'aucune entreprise de presse ne peut survivre longtemps sans la vente de l'information. Alors, qu'est-ce qui justifie cette faible proportion de la vente? Mauvaise organisation du marché? Vous me permettrez de dire un tout petit peu très rapidement sur la question de la publicité. En fait, c'est réglé dans la loi déjà. Ce que moi je disais tout à l'heure. Le code que j'ai évoqué, c'est régler la publicité. Il reste à mettre en place l'agence qui doit gérer la publicité au niveau des médias. Et qu'est-ce qui empêche Eh bien, il faut que je demande aux amis du patronat quelle est la lutte qu'on fait par rapport à ça. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut documenter la lutte que l'on fait. Et qu'on sache quand on fait un pas, on cherche X, on obtient X, on avance sur Y. Si on le fait de cette façon-là, je pense, et c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il soit fort. Parce que pour moi, il faut faire le débat à l'interne. La presse béninoise, excusez-moi un peu, j'y suis un peu, on ne fait pas le débat sur nous-mêmes. On se tire dans les pattes au vu et au su de tout le monde, mais se voir cogiter et réfléchir. Au point où, moi, à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, j'ai constaté quand même que le caractère économique des entreprises fait que quelque part, les gens violent le code de déontologie. Bien sûr. Alors, nous avons réfléchi plusieurs fois et nous avons tapé à des portes. Et vous savez, l'Observatoire fête dans quelques mois les 20 ans. Et nous avons mis dedans comme élément de réflexion où nous allons réunir tout le monde, la viabilité de l'entreprise de presse. Nous l'avons bâti, quel modèle de financement des organes de presse pour assurer leur indépendance et leur pérennité. Alors, c'est l'idée. Et quand je viens par rapport à la vente, je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas acheter ce qui ne m'est pas consommable. Si je ne comprends pas français, je ne peux pas aller acheter un journal. Si je ne comprends pas français, je ne peux pas m'asseoir devant la télévision pour suivre une émission en français. Je ne peux pas écouter la radio. Et vous allez voir, sortez pour voir les heures de pointe de revue de presse en langue. Vous allez voir parfois que c'est comme si le pays s'arrête. Quand vos auditeurs en langue ici veulent parler aux gens, les gens n'ont capté que cette émission-là sur votre radio, sur votre télévision. C'est ça qui les accroche. À partir de cet instant, il faut qu'on réfléchisse pour voir comment changer de... Parce que quoi? Les hommes politiques et opérateurs économiques qui financent, il suffit qu'ils aient un seul organe ou bien l'émission qu'ils ont programmée passe et c'est fini. Mais vous devez vivre. Et c'est là aussi, je veux faire un peu de bémol. Parce que les organes de presse, de service public aussi, ne sont pas logés à la bonne enseigne. Si vous allez au quotidien de presse, il y a là, comme si on pensait qu'ils ont toute la publicité. Ce n'est pas évident. Et eux-mêmes, ils cherchent la publicité sur le terrain. Or, quand on réfléchissait sur la loi actuelle, nous avons dit un organe de service public, c'est un patrimoine national. Les gens doivent avoir l'argent totalement pour faire ce qu'ils veulent et débarrasser le terrain de la publicité pour le privé. L'État doit investir là, totalement, pour que eux autres, pour que les citoyens béninois puissent avoir tous les organes à leur disposition du sud jusqu'au nord, pour que tout ce qu'on doit faire puisse être pour nous tous. Et maintenant, la publicité, on l'organise pour ceux qui sont dans le privé et de façon réelle, ceux qui font véritablement le travail selon les critères qu'il faut accèdent à la publicité. Et comme ça, vous allez voir que le gap de la vente que nous avons peut être fermé par là. Maintenant, il faut peut-être commencer par réfléchir sur quelles sont les émissions, comment on se réorganise pour que la majeure partie des citoyens... J'ai vu un organe de télé, par exemple, en Côte d'Ivoire, hein, le quotidien économie. Mais nous, on a essayé ici, ça n'a pas pris. Quotidien économique, puisque moi, je suis spécialiste économie par Choladio. Maintenant, on a fait les offres chez nous, ça ne marche pas. Mais là-bas, en Côte d'Ivoire, il tire même jusqu'à vendre 500 exemplaires de son organe chez lui. Mais il trouve que ce n'est pas chez lui. En Côte d'Ivoire, il essaie d'aller vendre en ligne 100 000 exemplaires.
est-ce que ça peut se faire chez nous? Quand vous allez écrire, personne n'achètera. Donc, il faut que nous revoyions cela pour voir les nôtres là, comment est-ce que nous les accrochons. Parce que si vous faites quelque chose et que la personne ne comprend que le Yoruba, que le Mina, et qu'il sait que quand il prend en fait, greffé à l'alphabétisation, il peut aller suivre une émission en Mina, et que vous greffez sur ça, que quelqu'un qui veut suivre paye 100 francs seulement pour cette radio-là. Vous allez voir comment les gens vont venir. Et surtout si les sujets les intéressent. Il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, il ne faut plus réfléchir dans son cocon, il faut ouvrir le débat et dire quel est le modèle économique de financement pour faire cela, pour que quand on sort, en fait, quand on aide avec un média, que ce soit la télé ou la radio ou la presse écrite, que la vente puisse apporter quelque chose à la maison. Alors, Joseph Aïe, la vente, qu'en est-il de la vente concrètement de votre moi, je vais vous surprendre, mais toutes les informations que moi j'ai, toute la documentation que j'ai jusqu'à ce jour, dans le monde entier, la vente des organes de presse ne profite nullement aux patrons de presse. Ça, c'est clair. La vente, vous ne pouvez pas. J'ai poussé ma curiosité jusqu'à aller au siège du Monde à Paris. Si on vous montre la salle, le dépôt des invendus, vous allez crier. Vous allez crier. La responsabilité est du ressort de l'État. Et beaucoup plus des associations de presse, comme je le dis. Moi, je suis fier ce matin. Donc, comme il a véritablement démontré, la loi existe. C'est la création de l'agence qui traîne. Pourquoi la création de l'agence traîne? L'ODEM, c'est une association des organes de presse. Le patronat est là. Et moi, je suis fier ce matin d'avoir devant moi quelqu'un qui est peut-être pas un produit de la presse, mais quelqu'un qui est bien formé dans la presse. Parce que je l'ai suivi. Et je sais ce qu'il fait à la tête de l'ODEM. Je sais comment il est engagé dans la réalisation, dans l'organisation de notre presse au Bénin. Alors, je pense qu'on ne se serait pas trompé d'élire quelqu'un comme Guy Constant Ewoumi à la tête du patronat et éviter que des arrivistes arrivent. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Quel modèle économique pour l'indépendance et la viabilité des médias africains? Oui. Et c'est le thème du débat que j'ai lancé et que je lance. Parce que de cette tribune, je ne peux pas trouver une solution pirate. Je l'aurais fait que l'état des lieux peut-être pourrait me contredire. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on trouve les moyens. Et moi, je pense que quand on s'assoit et qu'on réfléchit, et que ceux qui ont essayé mettre sur pied et en place ce qu'ils ont eu comme difficulté, nous allons nous appuyer sur ces difficultés-là pour trouver des solutions. On doit associer les gens, en fait, l'État, le fisc. C'est-à-dire, il faut que ce soit un travail pour que ce ne soit pas quand on va finir, que ceux qui sont dans les bureaux sont cadres qui disent non, on ne peut pas. Il y a des paradigmes aujourd'hui que les gens doivent comprendre qu'il faut quitter ces chantiers-là. Tout ce qu'on a tracé, la camisole tracée avec le système français et qu'on a plâtré chez nous, il y a des choses qui ne peuvent plus aller. Il faut casser tout ça, réfléchir pour que, pour la viabilité des entreprises de presse au Bénin, qu'on puisse trouver des solutions. Avoir de grands groupes, financés par de grosses structures, des structures pour lesquelles l'État a décidé de faire des allègements. Je pense qu'on peut avancer. Joseph Aïni, très rapidement, nous sommes à la fin. Moi, j'estime qu'on a déjà réfléchi, on a fait beaucoup de séminaires. Il faut qu'on aille aux actes. Et que les patrons des associations de presse aillent vers les décideurs et que ce qu'on a dit au séminaire, ce qu'on a dit en réfléchissant, qu'on les mette en application. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Guy Constant Ewoumi, consultant média, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Joseph Arii, promoteur d'entreprise de presse, directeur de publication du quotidien béninois d'information L'Humanité. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez également suivre ce numéro d'Espace Éco sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout restez avec nous. L'information revient sur Sika. Surtout.